La dot, élément fondamental dans le mariage traditionnel en Afrique. Mais comment se fait-elle en Côte d'Ivoire? On en parle ce soir. Enfin, commémoration aujourd'hui en Afrique du Sud du massacre de Sharpeville le 21 mars 1960. Les populations noires manifestaient dans la rue contre une loi limitant leur déplacement. Merci de nous suivre. Bienvenue. Bonsoir à tous. La plupart des peuples africains ne jurent que par la dot. Certains considèrent même que cette pratique est plus importante que le mariage civil. La dot est l'ensemble des biens donnés par le futur époux à la famille de sa promise. Mais comment se fait-elle en Côte d'Ivoire? Les explications de Doigt de Laser. La dot, une pratique inhérente aux sociétés africaines, fondement du mariage dans la culture des peuples. Elle reste souvent peu connue de la jeunesse citadine à cause de son caractère typiquement traditionnel. Ce que j'en sais, c'est qu'il y a d'abord présentation de la boisson forte, des pagnes, et après ça, j'ai pas grandi là-bas, j'ai fait mes études d'Abidjan. Donc, c'est pas trop grand-chose dessus. La pratique vise à renforcer les liens de fraternité entre les familles des futurs mariés. Elle se diversifie en fonction des coutumes de chaque ethnie ou peuple. Chez les peuples Sénoufo ou Tagbana, la dot se fait en plusieurs étapes. Vous envoyez un morceau de bois chez l'oncle pour dire que vous avez vu une fille dans sa famille. Après, vous envoyez une vieille avec du tabac chez la maman. Et maintenant, ils donnent les raccords. Et maintenant, vous envoyez un bois aussi chez le père. Pilier de la tradition des alliances interfamiliales, la dot prend une autre forme chez les peuples akans du centre et de l'est de la Côte d'Ivoire, ainsi que chez les Dan, c'est-à-dire les Yakuba et Toura, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La première personne qui est considérée, c'est le père géniteur. Vous devez habiller le papa de votre future femme. Comme un moment de réjouissance, il y aura des danses, on met de l'argent dans la poche. On donne la boisson, on donne la cola. À la suite de la boisson, on doit donner du sel. Voilà. On habille la mère, on lui donne l'argent de la couture. On habille les sœurs. Mais la dot même, on doit au moins 3 pagnes. Voilà. Et puis, symboliquement, vous déposez les 50 000, en principe, ça doit être accepté. Les anciens temps, nos aïeux, il n'y a pas l'argent à sortir. Vous trouvez une fille que vous la aimez, vous le père, vous demandez à la mère, à son papa, pour donner à votre fils. Vous allez régulièrement dans les champs pour cultiver, jusqu'à ce que la fille grandisse. Un rouleau de tabac, vous donnez à son papa, accompagné d'un gros canari Bangui. Comme nous sommes modernisés, vous présentez une bouteille de gin, et puis, accompagné de vin, vous venez avec une somme de 100 000 francs, 6 bouteilles de liqueur, 6 vins, 6 bières, accompagné de casiers de sucrerie, 6 complets de pain pour la femme, un drap, on appelle ça miébé, pour la maman, accompagné d'un complet de pain. Et puis 25 kilos de sel. On ajoute une pièce de 5 francs. Parce que quand vous allez avoir un parent un jour, la femme, tout ce que vous l'avez donné, il dit, mais depuis que tu es marié là, est-ce que tu m'as une fois donné 5 francs? Ça, c'est symbolique. En Afrique, la dot garde le même symbole, un gage que la famille du fiancé apporte à celle de la future épouse. Ces deux familles qui seront désormais unies et par le mariage de leurs enfants. Le prix de l'électricité ne sera pas augmenté en Côte d'Ivoire. Annonce faite aujourd'hui par la Direction générale de l'énergie. Cette structure dément ainsi les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux faisant état d'une éventuelle hausse du coût du kilowattheure de l'ordre de 3%.
Autre actualité, la prise en charge des malades de la hernie inguinale, désormais une réalité. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Belgo-Ivoire Santé. Cette ONG vient de créer le Fonds mondial pour la charité. Les explications de Noussangaré et Dangui Dangui. Elle survient lorsqu'une partie du tissu de l'organisme se dilate à l'intérieur d'une région musculaire affaiblie. La hernie est une pathologie très répandue dans le monde. Il en existe plusieurs, les hernies discales, curales, ombilicales, épigastriques et diaphragmatiques. La plus fréquente chez les hommes est la hernie inguinale. C'est cette hernie qui est due sur le nouveau-né à la fermeture incomplète des passages qui ont servi aux glandes testiculaires de migrer jusqu'au scrotum. Deuxième cas, c'est un adulte dont les canaux sont bien fermés, mais au fil de ses travaux de tous les jours, il va fragiliser son pelvis et ses canaux vont s'ouvrir et laisser place à des anses intestinales, aux viscères, qui vont descendre petit à petit. Quand ils sont au niveau des aines, on parle de hernie inguinale. Quand ils descendent jusqu'au scrotum, on parle de hernie inguinoscrotale. Le coût du traitement de cette pathologie n'est pas accessible à toutes les bourses. Venir en aide aux personnes à faible revenu et victimes de la hernie, c'est le sens de la création du Fonds mondial pour la charité. Un fonds initié par l'ONG Belgo-Ivoire Santé. Depuis donc 12 ans, nous sommes aujourd'hui à un stade où nous avons besoin d'assez de fonds. Mais c'est Dieu maintenant qui a révélé donc cette stratégie de mettre en ligne, sinon en promotion, ces objets que nous avons. Donc nous voulons créer un réseau donc, de communautés pour pouvoir faire la promotion. Et à partir de ce réseau, nous allons donc collecter assez de fonds. Le lancement de la création de ce fonds a été marqué par une conférence sur la générosité dont l'aspect pratique a été la collecte des fonds à travers la vente des tableaux. Elles ont recouvré la liberté. Au moins 76 des 110 écolières enlevées le 19 février dernier par des combattants djihadistes de Boko Haram à Dapchi, dans le nord du Nigeria, ont été ramenées aujourd'hui à leur école par les ravisseurs. En France, au lendemain de la décision gouvernementale d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, se pose la question de l'évacuation et de l'avenir de la zone d'aménagement différé. Le catch reprend vie en France. Des combats en public sont organisés à Nanterre, dans la région centre-nord du pays. Regardez. Dans un gala de catch, il faut des pom-pom girls, bien sûr. Des tenues forcément improbables, un certain sens du burlesque et des acrobates de haut vol. Le catch, c'est un sport-spectacle, c'est un mélange de plusieurs sports. Alors, on mélange un peu de la lutte, un peu du judo, il y a des prises de voltige, des prises de soumission. Ça mélange un peu plusieurs sports. Le catch se passe sur un ring, mais pas seulement. Dans les airs aussi, surtout depuis la 3e corde, et beaucoup dans les chaises. Et dans ce domaine, les filles ne sont pas en reste. Pour ceux qui s'entraînent plusieurs fois par semaine dans cette école de Nanterre, le catch, c'est du sérieux. Une passion même pour Aigle Blanc, qui rêvent de devenir professionnels. En France, c'est encore compliqué de pouvoir tout faire et en vivre, mais moi j'aimerais bien au final essayer d'en vivre, pouvoir partir à l'étranger, m'installer là-bas et pouvoir vraiment en vivre. Les jeunes se forment ici à l'art de la chute et apprennent les enchaînements les plus célèbres. L'avantage dans ce sport, c'est que tout le monde a sa chance. Égard à ceux qui oseraient dire que c'est du faux. Ouais, on va rigoler, mais il y a toujours le côté sérieux dans ce sport. Sachant même qu'on sait très bien que quand on monte dans le ring, on peut y passer à n'importe quel moment. Même une petite prise, on peut y passer. Et c'est surtout aussi grâce au public, parce que tout ce qu'on fait dans le ring, c'est pas pour nous, c'est surtout pour le public. Car le catch, c'est surtout une ambiance inimitable.
Les propriétaires de cette salle de banlieue parisienne ne s'y sont pas trompés. Ils ont connu les heures de gloire des années 50, celles de Lino Ventura. Pour eux, c'est sûr, le catch français n'a pas dit son dernier mot. 69 manifestants abattus par la police sud-africaine et plus d'une centaine blessés le 21 mars 1960 à Sharpeville, quartier pauvre situé à quelques kilomètres de Johannesburg. Les policiers tirent sur une manifestation pacifique. Les protestataires dénoncent ainsi les restrictions imposées aux populations noires dans leur déplacement. Le point avec Ami Koulibaly. En mars 1960, les militants du PAC, Congrès panafricain, qui pensaient qu'on pourrait se débarrasser des Blancs, se montrèrent particulièrement actifs. Les boycottages et les protestations qu'ils organisaient avec le soutien de l'ANC dégénèrent à Sharpeville. Robert Sobukwe, président du Congrès panafricain, appelle le 18 mars 1960 à des manifestations non violentes dans tout le pays afin de protester contre les passeports intérieurs, demander leur abrogation ainsi que l'augmentation de la rémunération de base de la journée de travail. Les manifestants sont appelés à se réunir le 21 mars devant les postes de police et se porter volontaires à l'arrestation pour non-port du pass. Le but est que tous les postes de police soient rapidement débordés et incapables de procéder aux arrestations et aux emprisonnements. Il s'agit aussi pour le PAC de s'imposer face à son rival, le Congrès national africain ANC. Les manifestants brûlèrent leurs documents d'identité controversés. Les policiers ouvrirent le feu sur les manifestants noirs. Bilan, 69 morts et plus de 150 blessés. Sharpeville était un township calme qui avait échappé à l'influence de l'ANC et n'avait jamais participé à aucun des grands mouvements anti-apartheid des années 50. Le 21 mars fut décrété journée internationale contre le racisme. Dès juin 1959, l'ANC avait décidé qu'en cas de crise grave, son secrétaire général, Oliver Tambo, prendrait le chemin de l'exil, ce qu'il fit immédiatement après le massacre de Sharpeville. Il ne retourne en Afrique du Sud qu'en 1990. Tout au long de ces 30 années, la survie de l'ANC et la lutte contre l'apartheid allaient dépendre du sens politique de Tambo et de la confiance qui régnerait entre lui et Madiba en prison. Décidé à utiliser tous les moyens de pression, Mandela se prépara à la lutte armée. Il fit adopter, malgré les réserves du nouveau président de l'ANC, le principe d'une organisation militaire et entreprit en janvier 1962 une tournée à l'étranger pour recueillir de l'argent et organiser la formation des combattants du MK. Elle le mena en Tanzanie, au Ghana, en Éthiopie, en Tunisie, en Égypte, en Algérie, au Maroc et à Londres. Il rentra en Afrique du Sud le 24 juillet via l'Éthiopie et fut arrêté le 5 août. Le 7 novembre, il fut condamné à 3 ans de prison pour incitation à la violence, plus 2 ans pour être parti à l'étranger sans autorisation. Très bonne suite des programmes sur RTI2.